patient qui, dans l'intitulé du thème, c'est dentisterie restauratrice et esthétique, co-dirigé par le professeur Hanfou, le professeur Nezal, Madame Soel, M. Sid et moi-même. Nous allons faire au mieux pour respecter les délais et donc on va sans tarder commencer par donner la parole à Malika Nezal qui va nous parler de l'influence de l'équilibre du diabète sur le parodonte du sujet jeune. Donc à vous, Malika, on vous écoute. Merci. Et plus précisément de l'influence de l'équilibre du diabète sur le parodonte du sujet jeune. Le diabète sucré et la maladie parodontale sont deux affections chroniques et l'association entre les deux a été rapportée par plusieurs études. Concernant le diabète de type 1, les études rapportent une grande prévalence et une grande sévérité de la maladie parodontale, surtout en cas de diabète non ou mal contrôlé. Aujourd'hui, les diabétiques sont considérés comme des patients à risque. À Constantine, l'incidence du diabète de type 1 est en augmentation selon une étude menée par Bouderdin en l'an 2000. Et il existe des difficultés de la surveillance médicale de cette pathologie. Aussi, nous nous sommes fixés comme objectif d'étudier dans une population de jeunes diabétiques de type 1 l'influence de l'équilibre sur leur état parodontal. Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes intéressés à la population d'enfants et d'adolescents diabétiques de type 1 de la wilaya de Constantine, pris en charge par le Centre de diabétologie pédiatrique qui a un caractère régional. Les structures qui ont servi à l'enquête sont le Centre de diabétologie pédiatrique où a été fait le recrutement des patients et le service de parodontologie où a été réalisée l'enquête. Les critères d'inclusion des patients sont les enfants et les adolescents âgés entre 5 et 19 ans, des deux sexes, résidant dans la wilaya de Constantine, sous insulinothérapie et ne présentant aucune autre pathologie. Ont été exclus de l'étude les enfants et les adolescents dont l'âge est inférieur à 5 ans et supérieur à 19 ans, résidant en dehors de la wilaya de Constantine, souffrant de troubles psychologiques, présentant un diabète secondaire à une corticothérapie ou sous traitement médicamenteux autre que l'insuline. Notre étude est de type transversal à visée descriptive, s'étalant sur une période d'une année et se basant sur un questionnaire comportant 3 volets: une identification du sujet, une identification médicale et une identification bucco-dentaire. Les données recueillies concernant l'équilibre du diabète et le taux d'hémoglobine glycosylée, qui est le reflet de l'équilibre du diabète sur une période de 2 à 3 mois, et il s'exprime en pourcentage. Selon les résultats obtenus, nous avons classé nos diabétiques en 3 catégories. Les diabétiques bien équilibrés, avec un taux d'HbA1c inférieur ou égal à 6%, des diabétiques moyennement équilibrés, avec un taux d'HbA1c compris entre 6 et 8%, et des diabétiques mal équilibrés, avec un taux d'HbA1c supérieur à 8%. Les paramètres parodontaux retenus sont l'indice de plaque de Silnes-Selleux pour évaluer l'hygiène orale, l'indice gingival de Leu et Silnes pour évaluer l'inflammation gingivale et la mesure de la profondeur des poches parodontales en 6 sites par dent. N'ont été relevées que les poches parodontales égales ou supérieures à 4 mm.
La saisie et le traitement des données ont été réalisés grâce à l'EpiInfo et un tableur. Des valeurs moyennes des écarts types ont été calculées pour chaque paramètre clinique. Les tests utilisés sont le test du Qui2 et le test de comparaison des moyennes. Un degré de signification pour P égal ou inférieur à 5% a été retenu. Notre étude a permis d'examiner 139 diabétiques, dont 60 garçons et 79 filles. La moyenne d'âge des sujets est de 13,24, plus ou moins 3,38 ans. Il n'y a pas de différence significative entre l'âge des sujets masculins et l'âge des sujets féminins. Et notre tranche d'âge se rapproche de l'âge des autres études. Selon le contrôle métabolique, il n'est pas observé de différence significative entre les trois groupes. La répartition donc est homogène dans les trois groupes. Cependant, les garçons présentent un mauvais contrôle, c'est le plus grand pourcentage et ils présentent un mauvais contrôle métabolique par rapport aux filles. Ceci peut être expliqué par une motivation moindre des garçons à se plier à une éducation qui fait partie de l'acte thérapeutique. L'indice de plaque ne présente aucune variation significative et le même résultat est obtenu dans les études de Barnett, de Pomeroy et Ferracli. Donc l'hygiène est la même pour les sujets aussi bien équilibrés que moyennement équilibrés que mal équilibrés. Donc, dans notre étude, il n'y a pas d'influence de la sévérité du diabète sur la quantité de plaques appréciée par l'indice de plaque. Le degré d'hygiène orale des diabétiques mal équilibrés est significativement plus important que ceux des diabétiques moyennement équilibrés et des diabétiques bien équilibrés. Le même résultat est retrouvé dans l'étude de Gislen. Ceci peut être expliqué par des bactéries plus pathogènes et une résistance diminuée des tissus parodontaux. Le nombre de sites avec poche parodontale égale ou supérieure à 4 mm est significativement plus élevé toujours chez les diabétiques mal équilibrés par rapport à ceux des deux autres groupes. Dans l'étude de Pilson, il n'a pas été retrouvé cette variation significative. Selon Milley, le mauvais contrôle augmente le risque d'infection par diminution du chimiotactisme ou de la phagocytose des polymorphonucléaires. Ceci est c'est l'état clinique d'un adolescent âgé de 15 ans, diabétique depuis 3 ans, mais avec très mauvais équilibre et qui présente des pertatages, une inflammation gingivale sévère et la radiographie panoramique objective au niveau des sextants 3 et 4 des lésions osseuses sévères. À la lecture de nos résultats, il semble que l'équilibre du diabète est un facteur de risque dans l'apparition des atteintes parodontales. Nous devons considérer les jeunes diabétiques mal équilibrés comme des sujets à haut risque parodontal. Il faudra donc surveiller le parodonte de ces enfants et adolescents diabétiques afin d'apporter, dans les temps nécessaires, les traitements parodontaux professionnels. L'odontologiste doit participer à l'information de l'enfant et de sa famille sur le risque que constitue le diabète mal équilibré sur la santé parodontale et doit être intégré dans l'équipe multidisciplinaire qui prend en charge le diabétique. Je vous remercie. Lumière, s'il vous plaît. Monsieur le Président,
collègues et amis, honorable assistance, je suis particulièrement heureux et c'est un grand plaisir que me trouver parmi vous. Et pour cela, je tiens à rendre un grand hommage à Madame Rodbel et à son équipe pour l'organisation de ces journées de formation continue qui nous ont permis de nous rencontrer, de nous revoir, d'échanger nos points de vue et nos connaissances. Je les remercie aussi pour l'honneur qu'ils m'ont accordé en m'invitant à séjourner pour vous parler des éclaircissements des dents. Le temps qui m'est imparti est un peu court, mais nous allons essayer de nous limiter à l'essentiel. Donc, personne n'est sans savoir que les thérapeutiques d'éclaircissement ont connu une ascension fulgurante ces derniers temps, particulièrement à la suite de la publication des travaux de Hayoud en 1989 sur les éclaircissements en ambulatoire, appelés home bleaching. Malgré cela, ce sujet reste un petit peu controversé pour les complications que les produits utilisés peuvent entraîner sur le complexe pulpodontinaire. Pour cela, je conseille vivement aux collègues qui entreprennent ce type de thérapie ou pour ceux qui veulent s'y lancer, avant de le faire, il est fondamental donc de connaître les réponses à un certain nombre de questions qui sont donc d'abord il faut connaître quelles sont les indications des éclaircissements, quel est le principe des produits et de l'action des produits utilisés, est-ce que c'est une thérapie sans risque, quelles sont dans ce cas les précautions à prendre, quelles sont les dyschromies dentaires, parce que c'est très important, de l'étiologie découle la thérapeutique, quelle technique utiliser pour rendre les dents plus claires et est-ce que les résultats sont durables. Une fois les réponses à toutes ces questions connues, le diagnostic et la conduite thérapeutique posée, on peut, bien entendu, entreprendre ce type de thérapie en prenant les précautions d'usage. Qu'est-ce qu'une dyschromie? Bien entendu, c'est une anomalie de la teinte des dents. Celle-ci peut être partielle lorsqu'une seule dent ou un groupe de dents est touché, et elle est totale lorsque toutes les dents sont touchées. En 1997, Natou, en se basant sur le lieu de la coloration et sur son étiologie, les a classés en intrinsèque et extrinsèque. Intrinsèque lorsque le colorant est incorporé au complexe des structures de la dent, et extrinsèque lorsque la coloration se situe à la surface de celle-ci. Les étiologies sont nombreuses et variées. Les plus communes qu'on peut citer, donc il y a d'abord ceux dus à la génétique, à l'hérédité, aux maladies systémiques de la jeune enfance et de la femme enceinte, à l'usage d'un certain nombre d'antibiotiques, les tétracyclines, lorsqu'il y a une ingestion importante de fluor, coloration physiologique qui est due à l'âge, la consommation de certains aliments, donc exagération, les traumatismes dentaires, les mortifications pulpaires et bien entendu les anciennes obturations peuvent aussi entraîner une certaine coloration. Nous disposons d'un certain nombre de produits
pour pouvoir procéder à l'éclaircissement des dents. Et tout d'abord, nous avons le peroxyde d'hydrogène, appelé communément oxygéné, qui est le principal produit utilisé dans ce type de thérapeutique. Celui-ci, grâce à son faible poids moléculaire, pénètre rapidement dans les pores entre guillemets de l'émail, parce que vous savez tous que l'émail est perméable, donc ce produit va traverser donc l'émail et les tubuli dentinaires et va agir en profondeur contre les pigments colorants. Il y a aussi le peroxyde de carbamide ou peroxyde d'urée. C'est un produit d'utilisation relativement récente, puisque comme je l'ai dit au départ, c'est grâce à Ayoud que celui-ci a connu une grande utilisation. Il est devenu populaire et c'est le plus utilisé aujourd'hui dans les éclaircissements en ambulatoire ou home bleaching. C'est un produit en fait qui a été d'une découverte fortuite. C'est un certain William Lusmier, vers les années 60, qui, en traitant un de ses malades, c'est un orthodontiste, qui en traitant un de ses malades par ce produit qui est au départ et qui est toujours un antiseptique, et il a constaté que les dents de son malade devenaient de plus en plus claires. Donc, il a fait part de ses observations dans différentes rencontres et meetings, et c'est enfin après les travaux de Ayoud et leur publication en 1989 que celui-ci a connu une très grande popularité. Enfin, le troisième produit, qui est le perborate de sodium, qui a une utilisation particulière, et celui-ci donc s'utilise pour les techniques qu'on appelle le working bleaching, c'est-à-dire qu'on le laisse à demeure dans la cavité et on revoit le passant quelques temps après, donc il ne s'adresse qu'à des dents mortifiées, contrairement aux précédents qu'on utilise pour les dents vivantes ou mortifiées. Alors le principe d'action, comme je l'ai dit tout à l'heure, rapidement, est basé sur la perméabilité de l'émail de la dentine. Cette perméabilité permet aux produits chimiques de pénétrer à l'intérieur des structures de la dent et d'agir sur les pigments colorants et rendre la dent un peu plus claire. On ne connaît pas exactement comment se fait la réaction chimique, mais on sait que les éléments utilisés sont à molécules instables, à fort pouvoir oxydant, qui libèrent des radicaux libres et qui vont agir par oxydation selon la réaction chimique d'oxydoréduction, où l'agent réducteur est la molécule colorante et l'agent oxydant, l'agent oxydant, c'est l'agent éclaircissant. Voilà comment ça se passe. Cette réaction d'oxydation va se faire tout d'abord avec les grosses molécules chromogènes, qui sont souvent organiques en molécules à noyau benzénique, comme vous pouvez le constater sur le haut du tableau. Il va y avoir action sur cette molécule qui va être ouverte et transformée en chaîne aliphatique, c'est-à-dire linéaire. Ensuite, il y a une deuxième action qui va se produire et qui va couper, qui va morceler cette grosse molécule en petites molécules qui sont de moins en moins homogènes et ou solubles, c'est-à-dire qu'elles vont disparaître, et de cette façon, la dent devient de plus en plus claire. Alors, pour pouvoir travailler, il faut d'abord poser l'indication. Il y a les colorations génétiques, donc qui va du jaune, marron et gris. Les colorations dues au vieillissement, et c'est celles d'ailleurs qui répondent le plus favorablement aux techniques d'éclaircissement. Nous avons les colorations dues aux tétracyclines d'intensité
moyenne, modérée ou faible, et les cas de fluorose simple uniforme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait érosion de la surface de la dent, sinon la thérapeutique serait différente. Il y a les colorations post-traumatiques et celles dues aux mortifications pulpaires. Alors les contre-indications, il y en a deux types. Il y a celle absolue qui s'intéresse aux dents portant d'importantes altérations tissulaires, telles que les fractures ou les grandes ou importantes fissures, lors des traitements d'orthodontie, et quand il y a une sensibilité excessive, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette thérapeutique entraîne une hypersensibilité post-opératoire, dans presque tous les cas, et enfin, les dents ayant subi une érosion, une attrition ou une érosion, et ceci est toujours dû à cette histoire d'hypersensibilité qui peut s'en suivre. Les contre-indications relatives pour les femmes enceintes ou allaitantes, de peur que le produit passe à travers le placenta et touche le fœtus, ou allaitant à travers le lait. La sensibilité connue, bien entendu, au principe actif utilisé, les patients mineurs pour une raison éthique, et les dents porteuses de restauration importante, toujours pour les complications que cela puisse entraîner. La conduite opératoire, donc dans tous les cas, l'examen clinique avant d'entreprendre une thérapeutique d'éclaircissement doit être minutieux, de l'odonte et du parodonte. Cet examen clinique va nous permettre d'écarter certaines possibilités de contre-indication cliniquement décelées, de diagnostiquer l'étiologie de dyschromie et par conséquent de décider de la meilleure méthode qu'on peut adapter et du choix du produit à utiliser. Donc, méthode, on va commencer parce que c'est ça l'objectif en fait de la conférence, c'est la méthode d'éclaircissement des dents, et nous avons tout d'abord les techniques réalisées par voie externe sur dents vivantes, parce qu'il y en a celles qui se font sur dents mortifiées et qu'on appelle technique interne, et pour les deux, que ce soit sur les dents vivantes ou sur les dents mortifiées, on peut les faire soit sur fauteuil, et ça s'appelle le power bleaching, ou bien en ambulatoire, home bleaching, ou bien on peut associer les deux pour des raisons de temps ou des sévérités de la discoloration. On peut combiner les deux en ambulatoire et sur fauteuil pour activer le processus. Donc on va commencer par le blanchiment au fauteuil des dents vivantes. Là il s'agit d'un traitement intensif d'éclaircissement où on utilise des produits à très forte concentration, et là on peut les combiner avec un catalyseur qui activerait éventuellement leur réaction. Le principe, donc, il s'agit d'appliquer du peroxyde d'hydrogène ou du peroxyde de carbamide sur la surface des dents. Ce produit doit avoir une forte concentration, donc de 30 à 35%, et les applications doivent être renouvelées pendant 2 à 3 applications, en prenant soin, bien entendu, d'espacer les rendez-vous pour éviter et minimiser les hyperesthésies post-opératoires qui suivent très souvent ce type de thérapeutique. Le mode opératoire, donc, comme nous l'avons dit, il s'agit de faire un examen clinique minutieux et procéder rapidement à un nettoyage des dents, c'est obligatoire, bien nettoyer les dents, faire un détartrage s'il y a lieu, et polir les dents uniquement à la pince pour éviter d'utiliser d'autres produits et éviter d'oblitérer donc entre guillemets toujours les pores de l'émail, cette perméabilité, et empêcher le produit de pénétrer et d'agir. Qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par écarter
écarteur. Il existe plusieurs types d'écarteurs, il se trouve que nous avons ce type-là. Donc, on écarte les lèvres pour les éloigner du champ de travail. On les badigeonne légèrement, ou si vous voulez, on passe une couche de vaseline, toujours dans un souci de protection. Après cette étape, il faut protéger cette fois-ci la gencive. La protection de la gencive se fait de deux manières. Soit que vous disposez de ce qu'on appelle une digue liquide, qui est en fait une pâte siliconée photopolymérisable. Et il ne faut pas hésiter à empiéter légèrement sur l'émail. De toute façon, le produit que vous allez utiliser va agir par capillarité. Donc il pourra atteindre les zones qui sont cachées par le produit et aussi sur les espaces interdentaires, toujours dans un souci de protection de la gencive, les produits étant très irritants. Si on ne dispose pas, parce qu'en général ce produit siliconé se trouve dans le coffret, sinon on pose une digue classique que l'on place sur toutes les dents que nous devons traiter, et bien entendu on doit ligaturer ces dents à l'aide de fils de soie cirés, toujours dans un souci d'augmenter l'étanchéité et éviter que le produit ne vienne toucher la gencive. Donc l'étape suivante, une fois que nous avons pris nos précautions, nous nous sommes assurés de la protection des tissus mous, on applique le produit qui est un gel. Il s'applique sur les faces vestibulaires des dents, une couche bien importante quand même, et comme vous pouvez le constater, il y a deux couleurs différentes. Nous en parlerons après de cette couleur. Et on laisse bien entendu agir le produit le temps nécessaire, bien entendu, selon les recommandations du fabricant. Toujours selon le fabricant, à cette étape précise, on peut recourir aux catalyseurs qui sont soit des lampes arc plasma aux lampes LED ou autre type de source lumineuse. Et dans ce cas, comme j'ai dit et je le répète encore, on doit se référer scrupuleusement aux recommandations d'utilisation et de la lampe et du produit. Pourquoi? Et là, on revient à l'histoire du colorant. Parce que, à quoi sert la lumière? À quoi sert-elle, la lumière? La lumière sert à, si vous voulez, à fournir de la chaleur, parce qu'elle est transformée à l'intérieur du produit en chaleur, et c'est cette chaleur qui va catalyser la réaction. Différents chercheurs ont démontré qu'en fait, les produits tels que utilisés il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ou 4 ans de ça, pour ces produits, la lumière était pratiquement inutile, parce qu'elle ne servait à rien. Donc, si on avait le temps, on en parlerait plus. Donc, sous l'effet de ces publications, les producteurs ont incorporé des colorants à leurs produits pour la raison principale suivante, c'est pour augmenter l'absorption de certains rayons lumineux, donc qui ont une certaine longueur d'onde. Ici, par exemple, pour le bleu, ce sont des particules de silice de l'ordre du nanomètre, peut-être moins, qui donnent cette couleur bleue au produit et qui permet d'augmenter l'absorption de lumière qui va du rouge à l'infrarouge. Et pour le gel rouge là, il a été incorporé dans le produit de la carotène qui lui donne cette couleur, cet aspect, et cette couleur va donc augmenter l'absorption de la lumière bleue. Voilà
donc pour la coloration et en même temps secondairement pour éventuellement la traçabilité du produit, étant donné que celui-ci est très irritant. Donc on souhaiterait bien le voir où est-ce qu'il est, si on l'a supprimé totalement par rinçage ou non. La durée par séance se situe entre 20 à 30 minutes selon le produit utilisé. Les dents seront réhydratées entre chaque application. Après la dernière application, on procède au nettoyage des dents en supprimant toute trace de gel et enfin retrait de la protection gingivale et on fait rester le patient.